OK, c'est bon. Donc de nouveau, bonjour à tous, bienvenue à cette, formation aujourd'hui, sur le module projet. Hem, je serai assisté pour une partie, par, Viviane qui vous présentera, dans une seconde partie une rapide, explication du marqueur genre, qui fait partie intégrante de la partie, des projets. Donc Viviane pourra se présenter, tout à l'heure. De mon côté, moi, c'est, Rémi Galinier. Je suis chargé de la gestion de l'information à OCHA et point focal, pour toute la partie du HPC, et notamment, tout ce qui tourne autour des chiffres clés, des personnes dans le besoin, du ciblage des cadres sectoriels et de la mise en ligne des projets et les plateformes et les outils qui appuient le HPC. Aujourd'hui, donc dans, cette formation, c'est enregistré de manière à ce hem, que vous puissiez, revisionner si nécessaire. Cette session, là tout de suite, elle est en français et à 3h30, il y aura une autre session qui sera en anglais. Les points que nous allons voir aujourd'hui, donc on aura un rapide rappel sur, les étapes du HPC. On verra aussi les outils, qu'on utilise à chaque étape, le module projet, pour qui et pourquoi faire, le module projet, quelques remarques importantes, et puis nous regarderons rapidement, le calendrier. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect du processus pour le HPC 2023. Ensuite, nous verrons dans un deuxième temps, plus concrètement la partie du module projet, avec les prérequis, les bonnes pratiques et les recommandations, ainsi que des remarques importantes. Comment créer et soumettre un projet, comment rechercher un projet dans la plateforme, comment modifier un projet ou cloner un projet. On verra aussi quelles sont les informations qui sont requises pour un projet et enfin les différentes étapes de validation. Il y aura 2 sessions de questions. La première après, la partie sur le processus et il y aura une 2e partie de questions, tout à la fin, de la présentation et de la démo du module projet. Alors, sur le rappel des étapes du HPC, hem, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ce diagramme, dans lequel nous avons, l'évaluation des besoins, la planification stratégique, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et le suivi monitoring et enfin la revue opérationnelle ou, l'évaluation de notre cycle. Et donc, le module projet, la soumission des projets s'inscrivent, dans l'étape de la planification stratégique. Donc, normalement, vous devez tous faire partie, de, du de systèmes de coordination humanitaire à travers les différents secteurs et clusters qui, eux, travaillent sur des cadres sectoriels et des stratégies, sectorielles et donc vos projets s'inscriront dans le cadre de cette planification stratégique. Les outils qui appuient, le HPC, ils sont de différents types. Au niveau de la partie, suivi des évaluations et de la situation, on a un certain nombre d'outils comme les outils de Kobo pour la collecte de données. Pour la partie planification et suivi de la réponse, nous avons, RPM ou Humanitarian Insight avec aussi le module projet. Sur toute la partie, projet, mise en œuvre, on a RPM et le module projet pour tout ce qui va toucher au monitoring et enfin pour le suivi des financements, on aura, FTS. Donc aujourd'hui, nous, le focus sera exclusivement sur le module projet. Donc le module projet, c'est une interface qui permet de soumettre les projets des partenaires. Heu, on verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure et donc on a une interface, un outil en ligne qui permet de faire ce travail-là. L'ensemble de ces outils sont liés. On va retrouver des informations qu'on a dans le module projet qui sont paramétrées à partir de RPM
RPM qui est une sorte d'interface de paramétrage pour toute la partie du plan de réponse avec les objectifs et les stratégies sectorielles. FTS, c'est la plateforme qui permet de faire le suivi des financements et qui récupère les projets que vous avez soumis quand ils sont et pour faire le suivi, savoir s'ils sont financés ou pas. Donc voilà un peu pour les outils, pour bien comprendre que nous, notre focus aujourd'hui, c'est sur le module projet. Alors le module projet, c'est pour qui et pour quoi faire? Tout d'abord, c'est un outil qui permet de centraliser tous les projets. Donc si vous êtes ici, c'est que vous appartenez normalement à une organisation, que ce soit une organisation des Nations Unies ou bien une ONG nationale ou internationale. Vous êtes tous des acteurs. Vous prenez part à des structures et vous avez des projets et vous participez au plan de réponse humanitaire. Et pour faciliter en fait la mise en commun de tous les projets, on pourrait très bien faire ça avec de simples fichiers Excel ou des feuilles papier, etc. L'interface permet simplement d'être plus rapide, plus efficace, plus orienté. Mais c'est avant tout un outil de coordination pour OCHA et pour les secteurs et clusters. Le module projet, en fait, représente une sorte de panier des projets pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. L'ensemble de tous les projets qui seront soumis et validés permettent d'avoir une estimation du coût de la réponse. Parce qu'on verra tout à l'heure quels sont les éléments que l'on retrouve dans un projet, mais il y a un des éléments particuliers du projet qui est le coût du projet. Et donc, sachant que le module projet représente une sorte de panier, l'ensemble des projets que compose le panier euh, euh, représenteront le montant estimatif de la réponse humanitaire et donc du HRP. C'est pour ça que pour ceux qui ont participé euh, au processus les années passées, on vous a sans doute dit à plusieurs reprises que le montant du HRP était trop élevé et qu'il fallait probablement réviser certains projets, supprimer des projets ou revoir certains projets pour diminuer les coûts afin d'avoir directement une incidence sur le montant global du HRP. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des liens entre les différentes plateformes. Donc, le module projet, il est lui-même lié avec FTS, hein, qui est la plateforme de suivi des financements. Et donc là, vous comprenez le lien entre soumettre un projet, il y a un coût pour le projet, ça c'est le coût estimatif, et quand on reçoit l'argent en cours d'année, on a le lien avec FTS qui permet de voir un peu le suivi des financements. Chaque partenaire saisit son ou ses projets. Chaque secteur est en charge de valider ou rejeter les projets qui sont soumis par les partenaires en fonction des critères qui sont prédéfinis. Chaque secteur est libre de fixer ses propres critères et ces critères peuvent être notamment la stratégie sectorielle, les zones d'intervention, les activités, le ciblage, etc. Quelques remarques importantes sur le module projet. Le module projet ne remplace pas une proposition de projet. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu ou c'est des questions parfois qui ne sont pas forcément claires dans la tête des partenaires. Mais le module projet, c'est avant tout un outil de coordination qui permettra de centraliser l'ensemble des projets, mais il ne remplace pas en aucun cas une proposition de projet que vous soumettrez à votre bailleur ou à vos différents bailleurs. Participer au processus ne garantit pas non plus que l'on va être financé. C'est pas parce qu'on a soumis un projet qu'on va obligatoirement recevoir l'argent pour ce projet-là. En revanche, si un plaidoyer particulier doit être fait auprès des bailleurs, en cas de sous-financement par exemple, les projets qui sont soumis au HRP seront forcément mis en avant. Tous les acteurs qui participent aux mécanismes de coordination, qui participent aux différentes réunions sectorielles ou des clusters, et dans le cas où il y a des stratégies de plaidoyer, de réponse qui sont effectuées pour différentes raisons, très souvent, on met en avant tous les projets qui sont déjà validés dans le HRP parce qu'on considère que ces projets répondent en priorité à la stratégie de réponse. Et donc, dans le cas où il y a un plaidoyer particulier, quand on approche les bailleurs au niveau de la communauté humanitaire dans son ensemble et dont OCHA représente
le lead là-dessus sur les plaidoyers, mais aussi dans vos activités de plaidoyer sectoriel, on peut approcher les bailleurs pour mettre en avant certains projets des acteurs qui répondent directement aux besoins prioritaires. Chaque secteur est libre de mettre en place ses règles et ses critères de validation. Un projet déjà financé et qui sera mis en œuvre en 2023 doit être soumis. Donc par exemple, si vous avez un projet qui est en cours, qui a commencé par exemple en septembre et qui va durer jusqu'à juin 2023, que vous ayez ou pas déjà soumis ce projet en 2022, vous devez soumettre ce projet pour 2023 de manière à mieux refléter le niveau de financement. En théorie, le HRP et le suivi de financement se fait sur une base d'année civile, de janvier à décembre. Du coup, tous les projets qui sont à cheval sur différentes années, idéalement, il faut pouvoir les soumettre avec le prorata de l'année en cours. Par exemple, un exemple tout simple, si on a un projet qui dure de septembre à juillet, donc un projet de 10 mois pour un montant de 1 million, 1 million sur 10 mois, ça fait 100 000 par mois. Sur l'année 2022, on aurait septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois, soit 400 000 pour l'année 2022, et on aurait le reste, 600 000 pour 2023. Pour toute la partie, on va dire, théorique de processus, je m'arrête ici et on va commencer à prendre un premier lot de questions, sachant qu'on va aller plus dans le détail dans la deuxième partie sur l'interface et le contenu même du module projet. Je vous laisse lever la main, normalement ça vous pouvez le faire, et je vais redonner la possibilité d'activer les micros. Alors, nous avons une question ici. Je ne sais pas si ça marche. Michel, à vous la parole. Normalement, vous devriez avoir la main pour activer votre micro. OK. Maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup. Ma question, c'est sur la durée du projet. Nous travaillons dans le secteur éducation. Généralement, c'est de septembre à juillet. L'an passé, nous avons dû, pour soumettre le projet, réduire la durée jusqu'en décembre. Donc, si je vous ai bien compris, ça signifie que notre partie qui s'étend normalement de janvier à juillet, on pourrait la réintroduire en 2023 comme étant un autre projet. Ok, merci pour cette question. Alors, soit j'ai pas bien compris, soit peut-être vous avez mal restitué, mais normalement, les périodes de soumission de projet, elles se font à ce moment-là de l'année. C'est-à-dire, elles se font à peu près au mois de novembre, décembre. Peut-être que l'an dernier, vous avez eu un peu de retard, ça avait duré jusqu'en janvier. Mais du coup, quand on soumet des projets en cette période de l'année, c'est pour l'année civile qui vient. Donc, par exemple, actuellement, nous sommes en novembre. Nous sommes en train de soumettre les projets. Si vous permettez, Oui. c'est qu'au moment de soumettre le projet, on m'avait demandé de corriger parce que j'avais soumis un projet de septembre 2022 à juillet 2023. Donc, on m'a demandé de corriger pour que le projet soit validé uniquement pour 2022. En conséquence, j'ai laissé une partie du projet, ce qui devait être exécuté de janvier à juillet 2023, non considéré dans le projet que j'avais soumis l'an passé. Donc, ma question était de savoir si je peux reprendre maintenant le même projet en considérant la partie que j'avais exclue pour 2022. Oui. Du coup, alors sur les dates des projets, c'est pas grave. Si on peut mettre un peu ce qu'on veut sur les dates. Soit il y a possibilité de mettre
septembre à décembre, et puis quand on fait la soumission pour l'année d'après, ce sera janvier à juillet, soit on peut directement mettre le projet qui serait, par exemple, septembre à juillet directement. En revanche, ce sur quoi il faut faire attention, c'est sur la partie du budget. Là, pour le coup, on s'assure que le prorata, il est fait sur la période de l'année qui nous intéresse. Donc, par exemple, actuellement, nous soumettons les projets pour l'année 2023. Pour vous, il y aura sans doute 2 projets différents. Il y aura celui en cours pour la partie janvier-juillet, et il y aura peut-être un deuxième projet pour la partie septembre à décembre 2023, dans le cas où ce ne serait pas le même projet, où vous aurez des activités différentes. Dans tous les cas, vous pourriez très bien avoir aussi un seul projet dans lequel vous auriez vos activités de janvier à juillet et celles pour la rentrée 2023. Mais effectivement, en termes de budget en tout cas, il faut que ce soit aligné avec l'année civile. Est-ce que ça répond bien à votre question? Très, très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci. OK. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite, hein. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura d'autres questions qui seront possibles. Ah, je vois, il y a Mamadou, je ne vois pas votre nom, désolé. Mamadou Bouba, vous avez la parole. Oui, Allez-y. merci. Bon après-midi à tout le monde. Désolé, je m'excuse, je me suis connecté avec retard, problème de connexion. Si j'ai bien compris, c'est que chaque projet doit être soumis au sectoriel, c'est ça? Oui, je pense qu'on va y venir là sur les cas pratiques directement du projet. On va avancer la présentation et comme ça on pourra avoir des questions plus précises. Mais effectivement, un projet sera soumis et affecté à un ou plusieurs secteurs. Nous allons voir ça tout de suite dans la deuxième partie. Merci. Alors je vais Merci. couper de nouveau les micros. Je fais ça pour pas que les nouveaux arrivants parfois activent leur micro. Voilà. Donc, sur la deuxième partie, avant la deuxième partie, il y avait le calendrier. Le calendrier, donc juste pour vous montrer où est-ce que nous en sommes dans le processus et quelles seront les prochaines étapes. Donc, nous sommes en train de voir la formation sur le module projet ici. Les cadres sectoriels des différents secteurs sont en train d'être finalisés. Ils devraient être finalisés là dans les 2 jours qui viennent. Donc probablement dès demain soir. On vous enverra un email pour vous dire que ça y est, la plateforme elle est opérationnelle et vous pouvez soumettre vos différents projets. Donc pendant toute cette période-là de soumission des projets, on attend à ce qu'il y ait eu des discussions en bilatéral et en tout cas que vous vous rapprochiez, vous en tant que partenaire de votre secteur ou de vos secteurs si vous avez des projets qui concernent plusieurs secteurs à la fois. Et on attend également des secteurs qui puissent se rapprocher de vous, vous appuyer s'il y a des besoins quelconques ou des orientations à avoir. Donc toute cette période de soumission, elle se termine par les derniers jours sur lesquels les différents secteurs font un travail de validation ou de rejet des projets. Généralement, on préfère que ce soit fait en cours de processus parce qu'un projet n'est pas forcément uniquement validé ou rejeté. Un projet peut être renvoyé aussi aux partenaires pour qu'il puisse être révisé. Si le projet, on voit qu'il est intéressant, qu'il répond à la stratégie, mais c'est juste un problème de zone d'intervention ou de ciblage qui ne va pas, le partenaire, il a tout à fait le droit de pouvoir revoir et généralement, le secteur vous redonne la main sur le projet pour que vous puissiez le modifier. Nous verrons tout à la fin les différentes étapes de validation. Mais voilà, donc il y a à peu près un mois devant nous sur lesquels nous avons la soumission, révision et étape de révision, validation, rejet des projets. Donc à la fin de la partie de la révision et soumission des projets, on a chaque secteur qui valide la liste des projets et ça nous permet d'avoir le montant requis pour le HRP pour chaque secteur et in fine le montant final pour le HRP.
Quand on a cette liste finale avec le montant pour le HRP, on fera faire la validation par le HC. La date estimée sera pour mi-décembre. Donc c'est pour ça qu'on a à peu près cette fenêtre-là de 1 mois devant nous sur lesquels il y aura la période de soumission, validation, acceptation des projets et on espère la validation finale par le HC. Une fois que tout ce travail-là est effectué, il y a tout un travail en parallèle qui s'effectuera au niveau de OCHA, qui sera la finalisation des documents que vous connaissez tous, le HNO et le HRP, dans leur version finale, mise en page, mise en forme, avec les tableaux, les chiffres, les cartes, les photos, etc. Et on espère pouvoir avoir le lancement du HRP au plus tard le 31 janvier. Donc ça reste encore en confirmé. Vous aurez les différentes dates au fur et à mesure en vous tenant informé auprès de vos différents secteurs. Alors pour entrer dans le vif du sujet concernant le module projet. Donc on a quelques prérequis pour le module projet, et notamment les personnes qui peuvent, les personnes qui représentent des structures qui peuvent soumettre les projets. Tout d'abord, il est important de comprendre que pour pouvoir soumettre les projets, il faut participer au mécanisme de coordination, ce qui sous-entend participer aux différentes réunions de coordination qui ont lieu dans les différents secteurs ou clusters, que ce soit au niveau national ou au niveau décentralisé dans les régions. Il faut avoir des projets ou des propositions de projets qui répondent aux besoins humanitaires et aux stratégies sectorielles. Tous les projets qui ne répondent pas du tout à une stratégie sectorielle ou qui ne sont pas des projets humanitaires n'ont rien à faire dans la soumission des projets pour le HRP. Donc le focus ici, il s'agit bien des besoins humanitaires. Au niveau technique, le prérequis, c'est d'avoir un ordinateur, une connexion Internet et d'avoir un compte HID qui permet de pouvoir vous loguer sur la plateforme. Je vais vous mettre le lien ici. Mince, je ne voulais pas faire ça. Non, c'est pas grave, ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. De toute façon, vous aurez accès à l'enregistrement et à tous les liens dans l'email qui vous sera envoyé avec tous les éléments. Vous pourrez donc créer votre compte. Donc ça, c'est le prérequis, avoir votre compte sur HID pour soumettre votre projet. Pour ceux qui ont déjà un compte et qui ont déjà créé l'an dernier, il n'est pas nécessaire de recréer un nouveau compte. Votre compte est permanent et sera utilisé de nouveau cette année et les prochaines années. Quelques bonnes pratiques et recommandations. Donc on vous demande de rester en contact avec votre groupe sectoriel tout au long du processus, donc c'est-à-dire pas uniquement lors de la soumission des projets, mais tout le long de l'année. Ça facilite vraiment les échanges et les aspects de coordination et ça permet de mieux comprendre pour un secteur quelles sont les activités qui sont mises en œuvre par un partenaire en particulier et ça permet à la structure, aux partenaires de pouvoir se tenir informés de toute l'avancée dans le processus, mais aussi de tout ce qui se passe d'un point de vue humanitaire dans les différentes urgences, les financements, le plaidoyer qui est effectué, etc. Recommandation, ne pas attendre le dernier jour pour soumettre son projet. Donc là, pour l'instant, la date définitive elle n'est pas encore connue. Je pense que chaque secteur aura plus ou moins sa date en fonction des comités qui mettront en place de validation. Mais ayez en tête qu'en gros, vous avez 1 mois pour tout ce qui est soumission, validation. Donc ça veut dire que grosso modo, pour la soumission des projets, vous avez entre 2 et 3 semaines. Le temps de laisser à peu près 1 semaine aux différents secteurs pour faire la révision, revue de ces projets, de faire les remarques hein, et de vous renvoyer éventuellement la copie pour modification si besoin. Donc les dates seront, je pense, partagées avec chacun des secteurs. Veuillez s'il vous plaît nous signaler et rapporter tous les bugs que vous noterez dans la plateforme. Ça fait quelques années maintenant qu'on utilise la plateforme, c'est suffisamment stable, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore des bugs. Donc n'hésitez pas s'il y a des problèmes techniques à nous solliciter.
Parfois, se déconnecter, soit faire un logout, login suffit, soit carrément fermer la page internet, redémarrer son ordinateur, permettent, très souvent de résoudre une erreur. Donc ne nous contactez pas à la moindre petite erreur. Essayez déjà de déconnecter ou d'éteindre, redémarrer l'ordinateur. Si ça se trouve, ça résoudra votre problème. Respectez les étapes de saisie dans le module projet. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de champs qui sont, obligatoires et donc, n'oubliez pas de renseigner chaque champ obligatoire. Remarque importante, les montants des budgets sont en dollars, US dollars. Parfois, on voit des montants qui sont soumis en CFA. Il faut que vous fassiez la conversion, même si vous serez, financé en CFA, en valeur réelle. Pour la soumission des projets, il faut que vous mettiez la contre-valeur, en dollars. Vous pouvez utiliser le taux que vous voulez, hein, le taux actuel ou le taux d'il y a un mois, c'est pas grave. Ce seront que des modifications à la marge, j'ai envie de dire. C'est pas ça qui fera une grande modification à la fin du montant requis. Donc vous pouvez prendre un montant de conversion, du montant actuel. Il n'y aura pas forcément d'incidence par rapport au montant réel de financement. Autre remarque, il s'agit d'une nouveauté pour ceux qui connaissaient, le module projet d'ores et déjà. Il y a une nouvelle fonction qui permet de cloner un projet que l'on avait soumis pour 2022. Donc en théorie, pour ceux qui ont déjà soumis un projet, si vous vous reconnectez dans le module projet avec votre compte, vous devriez avoir accès à, un bouton qui permet de répliquer un projet, qui était là l'année dernière. Donc je pense notamment à la remarque de l'éducation tout à l'heure, qui avait déjà un projet qui était soumis pour, sans doute pour 2022 et donc ça permettrait de pouvoir soumettre, la suite du projet pour 2023. S'il y a que le montant qui change, il suffit de cloner, comme ça tous les éléments de contenu du projet resteront les mêmes. Il n'y aura plus qu'à modifier, les, zones d'intervention, éventuellement les activités et surtout le montant. Hem Autre remarque importante, il sera important, de séparer vos projets. Dans le cas où un projet concerne des réfugiés et un autre groupe de population, le projet devrait être scindé en 2. Par exemple, un projet pour les réfugiés avec sa communauté hôte et un projet pour les IDP. Si vous avez un projet avec des activités qui sont similaires et qui répondent à la fois aux besoins des réfugiés et IDP, il faudra créer, même si ce sont le contenu, ce sont les 2 mêmes projets, d'un côté, il faudra avoir un projet juste pour les réfugiés et leur communauté hôte et de l'autre, un projet pour les IDP retournés, c'est, un exemple ici. Alors, nous allons voir tout de suite après, l'interface, comment ça se passe. Ici, je vous ai mis quelques captures d'écran. Donc le module projet, c'est une interface toute simple. Vous avez le lien qui s'affiche, ici. Nous allons travailler sur la partie démo. Là, ce que je vais vous faire, ce sera sur une partie démo, mais vous, quand vous travaillerez sur la version, officielle, hein, directement en ligne. Donc c'est ce lien-là qu'il faut que vous reteniez: project.hpc.tools. Quand vous ouvrez le module projet, vous arrivez sur cette interface et première chose qu'il vous faudra faire, c'est d'utiliser votre login que vous avez créé avec, HID. Donc quand vous vous loguez, on vous demande votre adresse email, votre mot de passe, vous pouvez faire le login et lors de la première connexion uniquement, on va vous demander soit d'autoriser, soit de rejeter, en allow or deny en anglais. Il vous faudra allow, il vous faudra accepter. Ça permettra à, HID de pouvoir se connecter avec le module projet. Une fois que vous êtes, connecté, pour savoir si vous êtes bien connecté avec votre compte, vous avez cet écran qui apparaît et vous avez normalement votre compte qui apparaît en haut à droite. Et pour ceux qui ont des projets enregistrés qui sont liés avec leur compte, liés aux années passées, vous devriez avoir les projets qui apparaissent dans la partie centrale. Ici, moi, j'avais fait la capture d'écran au moment où j'avais pas encore créé de projet, donc c'est vide. Mais si vous avez créé des projets dans le passé, vous pourrez retrouver vos projets dans le centre de l'écran ici. Pouvoir créer ou soumettre un nouveau projet, vous voyez, il y a 2 boutons. Alors dans le cas où vous en avez pas encore, vous avez un bouton qui apparaît dans le centre de l'écran, mais sinon, vous avez un projet qui apparaît en haut,
un bouton qui apparaît en haut qui s'appelle Nouveau projet. Donc celui-ci vous permettra de vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'interface qui permet de saisir et d'avoir le formulaire vide pour un nouveau projet. Si vous voulez rechercher un projet qui existe déjà, par exemple, soit un ancien projet, soit un projet que vous avez déjà, que vous venez de créer la semaine dernière, par exemple, et que vous voulez finir le travail, parce que vous n'êtes pas obligé de commencer la soumission de projet et travailler pendant 3 heures d'affilée pour finir. Vous pouvez très bien commencer, sauvegarder, mettre de côté et revenir plus tard. Dans ce cas-là, peut-être vous aurez besoin de rechercher votre projet si vous ne le retrouvez pas dans la liste. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton filtre en haut à gauche, ou bien My Project, qui vous permettent de pouvoir retrouver des projets que vous avez déjà, vous, enregistrés, ou bien les projets qui appartiennent à votre organisation, dans le cas où vous auriez des collègues qui auraient soumis aussi des projets qui sont liés à votre organisation. Autre outil pour rechercher un projet, je l'avais dit ici, c'est le bouton filtre. Quand vous cliquez sur filtre, vous avez cette interface-là qui apparaît. On voit ici à droite. Et donc dans le filtre, vous avez un certain nombre d'éléments. Vous pouvez rechercher un projet ancien qui date des années précédentes. Vous pouvez chercher un projet en fonction d'un plan de réponse, que ce soit pour le Cameroun ou ailleurs. Vous pouvez très bien rechercher les projets qui sont liés à un ou plusieurs secteurs ou une organisation, etc. Et il y a un outil qui est super intéressant, c'est l'outil qui permet de rechercher par code projet. Donc le code projet, c'est ce qui apparaît, c'est un numéro qui est généré automatiquement par le système quand vous créez un projet. Et pas besoin de renseigner le nom complet du code du projet, mais 6 caractères suffisent. Je l'ai mis ici en jaune, tout simplement parce que la composition du code, c'est le code pays avec l'année, le code du secteur. Ici, dans notre exemple, c'est pour le Coordination Support Service, un numéro de séquence automatique. Donc c'est ce numéro-là à 6 chiffres qui est intéressant de retenir pour vos projets, qui vous permettront de les rechercher en une recherche manuelle, un clic et vous tombez sur votre projet directement. Et le petit 1 qui apparaît à la fin du code, le dernier suffixe, c'est le numéro de version. Donc généralement, quand vous commencez à soumettre, c'est la première version. Et dans le cas où il y a différentes modifications, on passe à la version 2, 3, 4, etc. Pour modifier un projet existant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a créé un projet, admettons qu'on l'a enregistré. On doit travailler sur autre chose pendant quelques jours, on doit y revenir plusieurs jours plus tard. On ne va pas tout recommencer, donc on va avoir besoin de modifier notre projet. On se reconnecte sur la plateforme et là, on voit qu'on a des projets qui sont existants dans la liste et on va pouvoir aller modifier, éditer un projet qu'on a ultérieurement sauvegardé. Chose à savoir ici, c'est qu'il y a un code couleur qui existe pour les différents statuts des projets. Donc ici, on voit tous les projets qui sont non soumis. Donc ce sont des projets, on va dire, qui sont en mode draft, enregistrés dans votre session à vous. Ce sont des projets qui sont non soumis, ils sont en bleu. Un projet qui aura été rejeté par le cluster ou le secteur lead sera un projet qui apparaîtra en rouge. Un projet qui sera accepté définitivement dans le plan de réponse sera un projet qui apparaîtra en vert. Et je crois qu'il y a un autre code, c'est un projet qui apparaît en jaune-orange pour tous les projets qui sont en cours de validation. Normalement, ça apparaît under review. Donc tous les projets que vous avez enregistrés, soumis pour validation à votre secteur, sera en mode under review, jusqu'à ce que le secteur lead prenne action en disant soit j'accepte, soit je rejette, soit je vous renvoie pour modification. Le nouvel outil que je vous présentais tout à l'heure, c'était l'outil de clonage. Donc, vous y avez accès pour les projets que vous avez créés. Il y a un petit icône qui apparaît. En plus de supprimer ou de modifier, il y a un petit icône qui permet de cloner un projet que l'on a créé dans son espace. Alors, concernant le contenu, donc nous allons voir tout de suite après l'interface. Mais rapidement, sur les grandes lignes, le module projet, on a quelques informations élémentaires et d'autres informations davantage complémentaires.
Donc, les informations générales du projet, ça va de soi. On a besoin d'un titre, d'une description, de date, de début, de fin du projet. Il y a un petit bouton qui permet de définir la date directement du 1er janvier au 31 décembre. Rien n'empêche de soumettre un projet pour, par exemple, avril 2023 à mars 2024, comme je disais tout à l'heure. En revanche, il faudra s'assurer de mettre uniquement la tranche budgétaire qui concernera l'année 2023. Dans les informations générales, il vous faudra sélectionner votre organisation, les partenaires d'implémentation, vos contacts. Pas besoin d'aller trop dans le détail, hein, pas besoin de mettre 50 contacts comme vous mettrez dans votre proposition à votre bailleur, mais ici on a surtout besoin du contact clé qui permettra soit au secteur qui valide votre projet, soit à OCHA de pouvoir vous contacter à travers une adresse email, un nom et un numéro de téléphone. Autre information générale, c'est le rattachement à un plan de réponse. Donc, il vous faudra sélectionner cette année le plan de réponse pour le Cameroun 2023. Ensuite, les autres informations nécessaires, ce seront les informations liées aux zones géographiques. Donc, les zones qui sont liées aux régions, admin 1, et les départements ou divisions, niveau admin 2. On a aussi la possibilité, pour ceux qui travaillent notamment en santé et en nutrition, de sélectionner les districts sanitaires plutôt que les départements. Donc vous verrez comment c'est dans l'interface. Il y a la liste de toutes les entités de niveau 2, que ce soit les niveaux départements pour le niveau administratif ou bien les districts sanitaires. Donc ce sera à vous de pouvoir faire le choix si vous voulez vous aligner sur le secteur en question, dans son cadre sectoriel, s'il s'agit des départements ou des districts sanitaires. Il vous faudra aussi sélectionner les secteurs, enfin le ou les secteurs de votre projet. Donc il y a beaucoup de projets qui sont juste pour un secteur, mais il y a parfois des projets qui sont multisectoriels. Donc là, vous aurez une boîte à cocher sur lesquelles vous pouvez sélectionner tous les secteurs qui s'appliquent à votre projet. Une fois que vous avez sélectionné les secteurs, il vous faudra sélectionner les activités qui concernent votre projet. Donc là, les activités, on ne demande pas de sélectionner tout type d'activité de votre projet, mais très souvent, il s'agit des activités qui sont alignées avec le plan et la stratégie sectorielle. Chacune des activités contient une cible, et donc il est possible pour vous de pouvoir vous aligner et de pouvoir insérer une cible qui soit liée avec votre activité dans une zone donnée. On va retrouver également la partie du budget. C'est vraiment la grosse partie importante pour le projet. Donc avec le montant global du projet, je répète, en dollars américains, et avec une ventilation rapide. Moi, j'ai déjà vu dans le passé des gens qui faisaient le budget avec une vingtaine de lignes de breakdown pour le budget. On ne demande pas à être si précis, c'est inutile. Ce n'est pas le budget que vous avez dans votre proposition de projet auprès de votre bailleur. Il s'agit ici d'avoir juste quelques éléments de réponse pour donner des informations et pour alimenter les critères de validation. Par exemple, je sais qu'il y a des critères de validation qui existent pour certains secteurs qui concernent le montant par bénéficiaire. Donc pour connaître le montant par bénéficiaire, on ne peut pas forcément prendre uniquement le montant du projet parce qu'il y a peut-être des coûts logistiques, hein, il y a des coûts de support, des coûts administratifs. Voilà, cela, il faut pouvoir en avoir rapidement une vision d'ensemble. Donc soyez bref et succinct et dans les grandes lignes, utilisez la ventilation du budget simplement pour orienter et avoir quelques éléments de base. Il est aussi possible d'utiliser la ventilation du budget pour avoir un breakdown, une ventilation par secteur. Dans le cas où on a un projet multisectoriel, par exemple santé-nutrition, et que votre projet c'est 100 000 $, la question sera combien de budget va aller sur la partie des activités nutrition et combien sur la partie santé. On a aussi d'autres informations dans le module projet que l'on va voir tout de suite avec Bibiane, et on verra aussi au niveau de l'interface. Les autres informations, ça concerne par exemple les transferts monétaires, la répartition pour un projet sur les zones géographiques d'intervention, etc. et aussi sur le marqueur genre. Je vais laisser Viviane prendre la parole parce qu'elle va vous faire une rapide
présentation du marqueur genre par rapport à ce qui est attendu et pourquoi. À toi, Viviane, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Bibiane Mwangué, je suis responsable de l'information publique à OCHA et également point focal genre. Et c'est en ma qualité de point focal genre que je vais vous parler du marqueur de genre et d'âge qui est très connu sous l'acronyme anglophone GAM. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais lorsque on parle des projets, généralement, en ce qui concerne le HPC, il est requis un numéro qui est appelé code GAM. Et pour acquérir ce numéro-là, il faut, au départ, déjà savoir ce que c'est que le marqueur de genre et d'âge. Donc, c'est un outil qui permet à vous qui êtes des responsables de projet de vous assurer que vous prenez en compte les différents genres, groupes d'âge et personnes en situation de handicap. Cet outil vous permet en interne d'analyser les éléments de votre projet, vous assurer que vous avez pris en compte ces différents groupes, mais aussi vous permet d'avoir un numéro que vous pourrez renseigner dans le module qui vous est présenté aujourd'hui par Rémi. Donc, l'objectif durant la phase de conception de projet est déjà de faciliter la réflexion que vous avez dans la conception de votre projet. Quels sont les sujets qui seront abordés? Comment est-ce que votre programme est adapté aux différents genres? Comment est-ce qu'ils prennent en compte les différents groupes d'âge? Comment est-ce qu'ils prennent en compte les situations de handicap? Dans le formulaire GAM que vous allez remplir, il vous est posé un certain nombre de questions, notamment des questions d'analyse. Est-ce que vous avez fait une analyse au préalable sur la situation de genre dans le site de mise en œuvre de votre projet? Est-ce que les différents groupes d'âge ou les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés que d'autres? Donc, des éléments de cette nature-là vous sont demandés sous forme de 10 questions qu'ils ont appelées 10 actions de programmation pour améliorer l'attention portée au genre à l'âge dans les projets et dans les programmes. Donc, la personne qui est chargée de remplir le module projet devrait se rapprocher peut-être de celui qui est dans le projet chargé des questions de genre pour avoir un certain nombre d'informations d'analyse. Mais dans la plateforme, il est également possible, lorsque vous n'avez pas fait d'études préalables, de le préciser. Mais ça n'empêche pas que vous preniez en compte ces différents groupes-là. Slide. OK. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien que Rémi vous montrera tout à l'heure sur le site de projet, vous allez vous retrouver sur la page du IASC spécifique pour le GAM et vous allez cliquer sur le lien qui est encadré sur cette slide. D'accord. Lorsque vous serez sur cette page-là, vous avez la possibilité de choisir test. Si nous avions plus de temps, on aurait pu faire un test pour que vous puissiez voir le type de questions qui vous est posé et comment est-ce que vous pouvez répondre. Mais c'est assez facile et facile à naviguer. Donc, vous pourrez d'abord choisir, il s'agit d'un projet ou d'une proposition. Et ensuite, vous pourrez choisir, est-ce que c'est une phase de conception ou une phase de suivi? En ce qui concerne la soumission des projets, je suppose que ce sera la phase de conception. Et lorsque vous aurez choisi phase de conception, il vous sera proposé d'autres questions que vous devriez suivre jusqu'à ce que vous arriviez au formulaire qui présente les 10 questions pour lesquelles il vous est demandé d'apporter des réponses. Les réponses ne sont pas seulement des questions à choix multiples, mais il y a des éléments d'analyse qui vous sont parfois demandés dans le questionnaire. Slide. Et lorsque vous arrivez à la fin du questionnaire, vous obtenez un numéro. Et c'est ce numéro-là que vous allez inscrire dans
dans la plateforme de projet. Et ces numéros vont de 1 à 4, 1 étant que votre projet ne répond pas aux différences basées sur le sexe, l'âge ou le handicap. Il ne prête pas attention à des groupes de préoccupations spécifiques, donc il n'est pas du tout sensible au genre, ou alors le numéro le plus élevé qui est le 4, votre projet a l'intention de contribuer à l'égalité de sexe, y compris entre les groupes d'âge et ou les personnes handicapées. Donc, chaque groupe, chaque numéro correspond à une codification spécifique. Maintenant, vous avez la possibilité de corriger les informations et de soumettre à nouveau le questionnaire pour avoir un meilleur score. Donc, cet outil vous permettra à vous en interne d'améliorer la prise en compte du genre dans l'élaboration de votre projet. Slide. Et donc, pour finir, je souhaite rappeler que les résultats ou le numéro gamme que vous allez utiliser, le code de gamme que vous allez utiliser ne va pas influencer le jugement qui sera fait sur votre projet, ni est-ce qu'il doit être financé ou pas. Ce code peut éventuellement être demandé par un bailleur de fonds pour un autre projet. Il vous sera utile, vous l'aurez déjà fait dans ce cas-là. Mais en ce qui concerne le HPC, ce code ne va pas influencer si votre projet va être choisi, financé ou pas. Il suffit juste d'un code, une indication de la cohérence de votre stratégie au programme en ce qui concerne les différents groupes de sexe d'âge identifiés pour l'assistance. Les années précédentes, plusieurs projets ont mis des numéros comme ça par hasard, mais nous vous le déconseillons. C'est un exercice assez facile à faire. Si vous le faites, ça vous permet d'avoir un projet qui s'aligne à un certain nombre d'exigences pour lesquelles, même si ce bailleur ne vous le demande pas, un autre bailleur vous le demandera. Et donc, il vous est utile à vous encore plus qu'au processus. Je reste disponible si vous avez besoin de plus d'informations sur le GAM. Je pourrais vous accompagner éventuellement. On va laisser, Rémi va donner mon contact à cet effet-là. Et d'autre part, n'oubliez pas d'utiliser Chrome ou Firefox pour ouvrir la plateforme du GAM parce qu'il ne fonctionne pas sur Internet Explorer. Rémi, à toi la parole. Merci Viviane. On reviendra à la fin sur les questions puisque ça contient aussi la partie du contenu, des autres informations du module projet. Donc notez vos questions et on reviendra sur une session de questions-réponses tout à la fin, juste après la démo. Alors pour terminer sur la partie de la présentation, je voulais vous présenter un peu les différentes étapes de validation. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a au début la création du projet. Comme je disais tout à l'heure, il y a des codes couleurs. Donc un projet qui est non soumis, il apparaît en bleu. Ensuite, une fois que vous avez travaillé, fini votre projet, hein, remplir les informations qu'il y a dans le formulaire du projet, vous pouvez le soumettre. Donc le soumettre, ça veut dire qu'il sera soumis à votre secteur lead pour étude. Donc là, il y a 3 choix qui s'offrent à la personne ou au comité qui valide les projets. Soit ça sera de rejeter un projet parce que ce projet il est totalement en dehors de la stratégie, il ne répond pas du tout et en fait ça vaudrait même pas le coup de le modifier parce qu'on sait très bien que le projet est en dehors de ce qui est attendu. Donc on peut le rejeter. Soit on a la possibilité de le retourner pour renvoyer pour modification. Par exemple, s'il y a besoin de compléments d'information, s'il faut revoir le montant, parce que le montant est trop élevé, soit il faut revoir peut-être les cibles ou les zones d'intervention, le groupe qui valide ou le point focal qui valide a possibilité de renvoyer le projet à son créateur. Et donc la personne reviendra sur un projet qui est en fait non soumis, ou return for edit, retour return for edit, et il peut le resoumettre de nouveau. Et donc là, on peut faire une boucle autant de fois qu'il le faut. Tant que la personne qui soumet et la personne qui valide ne sont pas d'accord sur le contenu, on peut tourner en boucle, renvoyer, valider, renvoyer, valider.
Et la troisième possibilité qui s'offre à la personne ou au comité qui valide, c'est de directement approuver le projet. Une fois que le projet est approuvé, donc il est approuvé par le cluster ou par le secteur. Et ensuite, une fois qu'on a tous les projets qui sont approuvés par les différents secteurs, on présente ça au niveau du HC, et une fois que c'est fait, on valide tous les projets, et tous les projets qui sont acceptés se retrouvent dans FTS pour la partie suivi des financements. Il y a un cas particulier pour les projets multisectoriels. Un projet multisectoriel doit être validé par tous les secteurs. Donc admettons qu'on ait un projet santé-nutrition, il devra être à la fois validé par la santé et à la fois par la nutrition. Un des secteurs peut rejeter le projet et l'autre peut l'accepter. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des discussions qui soient faites. Nous, ce qu'on conseille très souvent, c'est d'avoir un comité de validation spécifique pour tous ces projets multisectoriels qui sont récurrents. On en connaît beaucoup, tout ce qui touche à santé nutrition, santé WASH, WASH santé, WASH nutrition, etc., etc. Dans le cas où un secteur rejette un projet, forcément, ça engendrera une révision de par le partenaire, puisque ça veut dire qu'il y a tout un pan d'activités qui ne seront pas validées, et donc du coup les coûts seront trop élevés. Donc il faut que le partenaire puisse revoir son projet et son ciblage, ses activités et son budget. Donc là, les étapes de validation, c'était ça. Le partenaire, on vous conseille de consulter le statut de votre projet pour voir s'il est validé, rejeté ou si vous devez le revoir. Quand vous ouvrez le module projet, on a vu tout à l'heure qu'on peut créer un projet, qu'on peut modifier, etc. On peut même consulter. Du coup, regardez un peu ce qu'il en est pour savoir votre projet dans quel statut. Vous pouvez lire le projet, le statut du projet ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Quand vous ouvrez la page du projet, il y a tout en haut de votre fiche, il y a un statut qui apparaît. Ici, il est non soumis, mais dans le cas où le projet est validé, ça apparaîtra comme validé. Dans le cas où c'est Return for Edit, ça veut dire que vous devez prendre action. Vous verrez aussi, il y a une petite icône qui ressemble à une bulle avec un numéro. Cette bulle et ce numéro, c'est un outil interne qui permet de mettre des commentaires et des messages. Donc, par exemple, quand un secteur va commenter des projets pour Return for Edit, pour renvoyer au partenaire parce qu'il y a besoin de modifications, il peut très bien insérer les commentaires, et donc vous pouvez très bien consulter les commentaires qui sont faits à votre projet à travers cette bulle-là, et vous-même, vous pouvez compléter des informations en mettant un commentaire et en soumettant votre commentaire qui sera rattaché à votre projet. Il est aussi important pour les secteurs lead de pouvoir informer les partenaires via les canaux de communication que vous avez l'habitude d'utiliser, par email ou par téléphone. En fait, on s'attend à ce que les deux parties soient proactifs pour pouvoir, à la fois pour le partenaire de suivre où ça en est, sa validation ou pas de projet, et pour le secteur lead de vraiment communiquer, de ne pas juste cliquer sur le bouton dans l'interface, parce que très souvent quand on fait ça, on se retrouve à la deadline avec des projets qui sont Return for Edit et les partenaires n'ont pas suffisamment de temps pour revoir. Donc ce qu'on attend aussi des secteurs lead et des comités qui se regroupent, c'est de pouvoir aussi communiquer avec les partenaires qui doivent revoir leur projet de manière à leur permettre de prendre action le plus rapidement possible et leur laisser le temps de faire cette révision et non pas d'attendre le dernier jour quand on se rend compte que la deadline, il y a des projets qui sont en Return for Edit. Alors, avant de passer aux questions, on va passer à la partie démo. Hop. Donc, il y a deux plateformes qui existent. Une plateforme en format production, donc ce sera celle que vous devrez utiliser. Je vous mets le lien dans le chat. Et puis, il existe une version démo. Donc là, si tout de suite vous voulez faire des petits tests, alors pour beaucoup, peut-être ça ne marchera pas parce qu'il vous faudra créer d'abord un compte. Mais pour certains d'entre vous, si vous voulez vous adapter un peu à l'interface et tout, vous avez une version de démo qui vous permet de faire ce que vous voulez avec. Donc ne vous trompez pas, la version de production, c'est celle où vous soumettrez votre projet réel. La version démo, c'est plus si vous avez besoin de pratiquer un peu, tester. Donc et pour savoir si vous êtes dans la version normale ou démo, vous voyez en haut à gauche de mon écran, dans la version démo, il y a marqué en gros et en rouge, c'est le démo test site.
Donc une fois que je suis connecté, ici moi je suis déjà connecté, on le voit en haut à droite, j'ai bien mon compte qui apparaît. J'ai une liste de projets que j'ai créés, auxquels j'ai accès, tous les projets historiques depuis 3-4 ans. Je peux les retrouver si je clique sur My Project, je pourrais normalement revoir tous les projets que j'ai créés moi-même. Voilà. Ou bien je peux aussi regarder les projets de mon organisation dans le pays dans lequel je suis. Donc admettons que je souhaite cloner un projet que j'avais réalisé auparavant. Vous voyez, hein, je peux cliquer sur le bouton clone ici. Si je veux juste visualiser pour voir, je peux cliquer sur View simplement. Et si je veux supprimer le projet parce que j'en ai plus besoin, par exemple mon projet de test ici, je peux très bien le supprimer. Et ça supprimera le projet. Celui-là, je ne vais pas le supprimer parce qu'on va justement aller voir comment ça se passe. Je vais aller dans Edit pour ce projet-là. Donc que ce soit Edit ou Nouveau projet, ce serait pareil. J'aurais cliqué sur Nouveau projet, j'aurais exactement la même interface, sauf que mes champs seraient vides. Là, j'ai déjà complété avec quelques informations pour aller plus vite pour cette présentation et cette démo que je vous fais aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu cliquer sur Nouveau projet, j'aurais exactement la même interface. Donc vous voyez, je me retrouve avec mon code projet en haut, concernant le HRP Cameroun 2023, coordination et support service, ça c'est mon secteur, mon numéro de projet, ça c'est un code généré automatiquement par la plateforme, et mon numéro de version. Je retrouve mon intitulé de projet qui est tout en haut ici. C'est le même que l'on a ici dans le formulaire. Et à gauche, j'ai mon, je sais pas comment on appellerait ça, mon menu qui me permet de passer d'une section à une autre. Donc sur le contenu du formulaire, on a le nom du projet, un résumé du projet. Donc ici, vous pouvez faire un copier-coller dans le cas où vous auriez déjà une proposition de projet toute faite. Vous pouvez faire un copier-coller. Le nombre de caractères est limité à 4000. J'ai presque envie de dire, ne vous embêtez pas à reformuler. Si vous avez quelque chose qui est déjà là, copier-coller, et si c'est tronqué à 4000 caractères, c'est pas grave. Si les informations principales sont sur les 4000 premiers caractères, c'est ce que l'on souhaite avoir. On n'est pas là pour refaire un travail que vous avez déjà fait pour une vraie proposition. Ici, il s'agit bien de pouvoir soumettre et de comprendre pour le secteur lead qui validera votre projet, de bien comprendre de quoi il s'agit. 4000 caractères sont largement suffisants normalement pour entrer dans les grandes lignes du projet. Donc ici, on retrouve les dates de début et de fin. Donc vous voyez, on peut utiliser 2023 en prenant automatiquement 1er janvier et 31 décembre, mais vous pouvez très bien modifier la date. Si vous avez un projet qui s'arrête le 31 juillet, vous pouvez sélectionner la date réelle. Vous pouvez sélectionner un tag. Alors ça, vous n'en aurez pas besoin normalement pour cette année. Ça avait été créé ça pour la période Covid. Ils ont laissé, je pense, cette information-là de tag. Ça permet de pouvoir ajuster des projets et de pouvoir facilement retrouver certaines choses. Pour notre besoin cette année, on n'aura pas besoin d'utiliser de tag. L'organisation, donc on vous demande de sélectionner votre organisation. Par défaut, il y a l'organisation à laquelle vous êtes rattaché. Je vous rappelle, vous avez un login ici et quand vous avez créé votre login, vous devez sélectionner votre organisation. Du coup, la plateforme reconnaît automatiquement votre organisation. Donc en théorie, l'organisation qui apparaît ici, c'est la vôtre, donc vous pouvez la sélectionner et elle apparaîtra dans la liste ci-dessous. Vous pouvez aussi, dans un champ texte, pouvoir renseigner vos implementing partners. Voilà. Et vous pouvez renseigner votre contact avec un nom, un email et un numéro de téléphone. Vous pouvez très bien ajouter d'autres contacts. Imaginez que vous êtes surtout à 2 points focaux sur un projet et que vous risquez d'avoir des périodes d'absence à cause de missions ou de congés. N'oubliez pas de mettre le deuxième contact. Ça peut toujours servir s'il y a un besoin urgent de vous contacter pour modifier ou pour valider le projet. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer et passer à la suite. Et donc quand on clique sur enregistrer et suivant, vous allez voir que l'on va bouger dans notre menu de gauche. Voilà, là je passe sur la partie plan de réponse. Alors ici, on va devoir sélectionner, comme je vous disais, le plan de réponse Cameroun 2023.
Vous avez tous les plans de réponse qui existent dans le système pour 2023. Vous devrez faire attention de bien valider celui du Cameroun. Il vous faudra sélectionner votre secteur ou vos secteurs. Notamment, si c'est Refugee Response, ce sera que Refugee Response. Et dans le cas où c'est les autres secteurs, vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs. Par exemple, santé et nutrition, on peut très bien faire comme ceci. Voilà. Ici, vous avez un champ qui permet. Alors, ce champ-là, normalement, il est facultatif. Tous les champs obligatoires sont renseignés avec une étoile rouge. Tous les champs où il n'y a pas d'étoile rouge, c'est que c'est facultatif. Ici, on vous a donné la possibilité de pouvoir décrire le projet avec les activités et leur mise en œuvre, le lien avec les besoins ainsi que les résultats attendus. C'est un ancien champ. Cette année, on s'est dit qu'on allait le laisser plutôt comment dire, plutôt facultatif. En gros, ça vous permet d'avoir une boîte complémentaire dans le cas où la première boîte au début, rappelez-vous ici, le résumé du projet. Imaginez que dans le résumé du projet, les 4000 premiers caractères ne sont pas suffisants pour aller suffisamment dans le détail pour décrire vos activités. Si votre secteur et votre groupe de validation a besoin de plus d'informations, vous pourrez toujours utiliser cette boîte. Et c'est en train de s'afficher. Vous pourrez toujours utiliser la boîte de besoins pour complémenter avec 4000 caractères de plus. Point important ici, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Il s'agit de pouvoir répartir votre projet en fonction des différentes crises. Comme vous savez, au Cameroun, nous avons le focus sur quatre composantes de crise. La première, c'est le Lake Tchad Basin. Deuxième, ce sera sur le Nord-Ouest South-Ouest. Troisième, ce sera sur la partie réfugiés centrafricains. Et enfin, toutes les autres crises dans le pays. Lake Tchad Basin, c'est facile, ça concerne toute la partie, on va dire, extrême nord et éventuellement la partie nord. Parce qu'il y a peut-être des activités qui peuvent toucher ou des déplacés qui vont aller au-delà des limites, mais en gros, on a compris qu'il s'agit de toute la partie du bassin du lac Tchad. Sur la crise Nord-Ouest-South-Ouest, il s'agit à la fois des activités qui ont lieu et d'un projet qui aurait lieu dans le Nord-Ouest-South-Ouest, mais aussi un projet qui est lié à la crise, qui serait en assistance pour les IDP, qui seraient dans le Ouest et littoral. Donc là, il faut bien le voir comme entité de crise. Donc on a ce vocabulaire qu'on utilise pour référer à cette crise-là, Nord-Ouest-South-Ouest, mais il s'agit des projets qui seraient aussi implémentés dans les zones géographiques du littoral et de l'Ouest et qui répondront à la crise Nord-Ouest-South-Ouest. Réfugiés centrafricains, ça parle de soi. Et enfin, la dernière partie, c'est pour le pays. Donc, il s'agit de toutes les autres crises. Ça peut être les crises nutritionnelles, les crises d'épidémie, choléra ou autre. Ça peut être des crises liées aux inondations, etc., etc. Pour les zones des inondations, c'est sous-entendu les zones qui ne sont pas déjà sous la partie Lake Tchad Basin. Parce qu'on a des zones qui se overlappent. Donc, le Lake Tchad Basin est compris comme la zone de crise à la fois la crise de conflit, mais aussi la crise zone géographique qui subit des catastrophes naturelles. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ces 4 cases? Il vous faut simplement faire une répartition en pourcentage. Donc, par exemple, si j'ai un projet qui touche les IDP de Lake Tchad Basin et du Nord-Ouest South-Ouest, et que mon projet, c'est à peu près 75% pour le Nord-Ouest South-Ouest et 25% pour le Lake Tchad Basin, je remplis 75-25 et éventuellement 0. On ne vous demande pas d'être précis au pourcentage près, hein, il s'agit d'estimation. Donc si vous avez une répartition à peu près équivalente entre 3 crises, vous faites du 33-33, 34. Si vous avez quelque chose entre deux, ça peut être du 50-50, 60-40, 75-25, 80-20. Enfin voilà, vous estimez, on n'est pas obligé d'être précis. Si vous avez l'information, c'est très bien, mais dans les autres cas, il s'agit d'être estimatif. Pourquoi on vous demande ça? C'est tout simplement pour pouvoir refléter en cours d'année le niveau de financement et même au moment du plaidoyer, le niveau de financement requis pour chacune des crises. On aurait plusieurs manières de le faire. On aurait très bien pu vous demander de créer un projet en fonction de chaque crise.
il semblerait que pour certains partenaires, il y a des projets qui couvrent l'ensemble du pays et qui répondent aux besoins de différentes crises. Donc pour éviter de dupliquer, on a préféré faire comme ceci. C'est beaucoup plus simple pour vous. Ça vous demande simplement de pouvoir avoir une estimation rapide de la répartition du financement. Autre information sur le contenu du formulaire, ce sera sur les transferts monétaires. Dans le cas où le projet inclut les transferts monétaires, il vous faudra cocher la case. Et quand vous cochez la case, on vous demande 2 informations: le pourcentage estimé du projet, enfin du budget qui est prévu pour l'assistance par transfert monétaire, et la pourcentage estimé du budget qui est prévu pour l'assistance en coupon. Voilà. Dans le cas où le projet ne prend pas en compte les transferts monétaires, on ne coche pas la case, et si on la coche, on doit remplir les 2 cases. Ça peut être du 100 et 0 d'un côté, ou ça peut être du 50-50. Pareil, j'imagine quand vous faites vos projets, vous devez avoir une idée à peu près qui permettra d'orienter les informations concernant les transferts monétaires. En 4, on arrive sur toute la partie du marqueur genre dont parlait Bibiane tout à l'heure. Rappelez-vous, elle vous a montré qu'il y avait un formulaire à compléter. Il est ici en fait. Pour accéder au marqueur genre, vous avez juste besoin de cliquer sur le bouton et vous allez ouvrir un nouveau formulaire qui vous permettra de compléter les informations pour obtenir votre code gamme. Donc là, c'est en train de s'ouvrir, parfois c'est un peu long. Mais vous avez voilà, ce lien-là qui est directement inclus dans l'interface qui vous permet d'accéder au formulaire en ligne. Donc il y a le testing purpose dont elle parlait tout à l'heure et sur lesquels vous devez sélectionner un certain nombre de boîtes et répondre à des questions toutes simples au début et qui se compliquent par la suite. Mais voilà, vous avez un certain nombre d'éléments à compléter. Et vous pouvez sélectionner voilà, un certain nombre d'éléments. L'interface, elle est déjà quasiment assez simple d'utilisation. Et ça peut aller déjà dans le détail sur un certain nombre de choses. Alors là, je ne regarde pas un peu ce que je fais, ça, je vous montre juste que vous avez un certain nombre d'éléments. On ne va pas faire jusqu'au bout, mais voilà, n'hésitez pas à utiliser la version de test pour pouvoir regarder un peu les éléments qui vous sont demandés. Comme ça, le jour où vous faites la mise en ligne du projet directement, vous savez les éléments que vous avez besoin d'avoir sous la main pour pouvoir compléter votre projet. Donc une fois que vous arrivez normalement à la fin du questionnaire, vous devriez avoir un numéro qui vous est donné, et ce numéro-là, c'est celui que vous pouvez retranscrire ici en termes de code, donc de 0 à 4. Et vous avez également normalement un numéro de projet qui vous est affecté pour le GAM. En fait, les 2 bases de données sont différentes. Il y a la base de données des projets et puis il y a la base de données des projets qui sont soumis dans le cadre du marqueur genre. Donc ici, vous pouvez renseigner votre code de projet qui permettra de faire le lien à la personne qui voudra aller voir un peu plus dans le détail les informations et la prise en compte du genre dans votre projet à travers les informations que vous aurez soumises dans ce questionnaire du Gender with Age Marker. Autre point, la localisation. Donc, quel pourcentage estimé des besoins du projet sera acheminé aux intervenants locaux et nationaux? Donc là, pareil, il s'agit d'une estimation. Ça permet vraiment de pouvoir orienter et d'avoir soit du plaidoyer, soit d'avoir des estimations en cours d'année sur les financements. Donc on ne vous demande pas d'être précis si c'est 63,4%. C'est pas ça, c'est à peu près une estimation, un ordre de grandeur pour savoir en gros sur votre projet combien seront acheminés vers les intervenants locaux. Alors ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que 3.1.1, bah ici j'ai coché voilà, transfert monétaire et je n'ai pas rempli. Donc soit je décoche, soit je remplis les informations. Le point d'après,
il s'agira de sélectionner les zones d'intervention. On va attendre que ça s'affiche. Voilà. Donc les zones d'intervention, par défaut, on a un tableau qui affiche les différentes régions du pays. Donc vous pouvez, une fois que c'est fait, sélectionner votre région d'intérêt, par exemple le Nord-Ouest. Et vous allez voir, la liste, elle est hyper longue. Donc, dans la liste qui apparaît en dessous, c'est normal que ce soit long puisque c'est une combinaison à la fois des départements et des districts sanitaires, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, pour vous, ce qui est important, c'est que si c'est un projet sur lequel vous avez l'habitude de travailler par découpage administratif, vous sélectionnez les noms des départements. Pour reconnaître un département d'un district sanitaire, c'est simple, un département, c'est un nom tout seul. Un district sanitaire, il y aura un préfixe DS devant. Donc tout ce qui est DS, quelque chose, ce sont les districts sanitaires. Tout ce qui est un nom direct, ce sera un nom de département. Donc attention, parce que les DS sont, vu que tout est affiché par ordre alphabétique, forcément tous les noms allant de A à D apparaîtront en début de liste et tous les noms qui commenceront avec un D, D quelque chose ou au-delà, E, F, G, H, seront en fin de liste. Donc si jamais vous ne trouvez pas votre département en tête de liste, faites un scroll down pour voir s'il n'apparaît pas en dessous. Quand vous sélectionnez votre département, normalement, vous n'avez rien de plus à sélectionner ici. Vous sélectionnez juste vos zones d'intervention. Ensuite, alors ici, vous avez une erreur, c'est que le framework n'est pas encore en ligne. Ça, c'est normal. Je vais changer. Alors ça, c'est juste une erreur parce qu'on est en phase de test. Là. Je vais faire sur nutrition. Je sais que la nutrition, ils ont leur cadre sectoriel en ligne. Donc normalement, hop là, voilà, nutrition. Une fois qu'on a sélectionné le bon secteur, moi j'avais sélectionné le bon, mais je n'ai pas les éléments dans le système qui permet d'être affiché, mais la nutrition, il y a les éléments. Donc pour la nutrition, j'aurais dû peut-être même prendre un exemple de multisecteur, ce sera mieux. Pardon pour ça, alors je vais reprendre. Mince, ce que j'ai perdu là. Ah voilà, et hop, je vais prendre santé et nutrition. Non, santé ça sert à rien parce qu'il n'y a pas le cadre sectoriel non plus. Wash non plus, ouais, quoique Wash c'est en cours. Allez, protection et nutrition. Normalement, ça devrait marcher. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble si vous sélectionnez et que vous avez un projet multisectoriel. Voilà, donc vous avez vos deux secteurs d'intérêt qui apparaissent en haut. Donc, il faudra les sélectionner un par un. Et quand vous avez un secteur cluster qui est sélectionné, vous avez la liste des activités qui apparaissent. Donc les activités, ce sont normalement, vous avez dû être consulté ou en tout cas vous avez dû recevoir de la part de votre secteur le cadre sectoriel et le cadre stratégique de votre secteur dans lequel on retrouve ses objectifs et ses activités et ses indicateurs. Et du coup, chacune des activités, ici, on les retrouve. Alors pour vous y retrouver, vous verrez qu'il y a des codes. CL, c'est pour cluster. Ensuite, on a un code 3 lettres pour les différents secteurs. NUT pour nutrition, on doit avoir CSS pour coordination, on doit avoir Pro pour la protection, etc. etc. Et le CA1, CA2, CA3, c'est pour cluster activity numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc normalement, si vous avez reçu le cadre sectoriel en format Excel ou en autre format, parfois il y a des formats Word qui circulent aussi, vous devriez retrouver les mêmes informations des activités. Et pour chacune des activités, vous pouvez sélectionner votre projet, quelle activité il a. Donc on peut sélectionner une activité et on peut sélectionner du coup l'indicateur qui va avec votre cible. Donc normalement, pour chaque indicateur renseigné pour chacune des activités du cadre sectoriel, du secteur en question, vous avez une cible globale pour l'ensemble de l'activité, l'ensemble de la réponse, et votre projet peut s'aligner sur cette cible-là. Donc par exemple ici, mon projet, ce sera pour 5000. Et
il y a aussi la possibilité d'être encore plus précis et de pouvoir sélectionner votre cible en fonction d'un modèle de désagrégation qui est beaucoup plus précis et qui, lui, descendra au niveau district sanitaire ou au niveau département. Donc ça, ce sera à voir avec votre, en fonction du secteur et en fonction de vos critères de validation qui seront définis par vos secteurs pour savoir si vous avez besoin ou pas de pouvoir compléter ces informations ici. Donc voilà, vous sélectionnez, vous renseignez vos cibles, vos activités, etc. N'oubliez pas, quand vous avez un projet multisectoriel, d'aller vérifier le deuxième secteur pour sélectionner les autres activités qui vous concerneraient. Dans le cas où, par exemple, je vois ici protection, je sais qu'ils sont en train de travailler sur leur ciblage. Par exemple, ici, j'ai sélectionné une activité pour laquelle il n'y a pas de nombre. Dans le cas où vous n'aurez pas de nombre, rapprochez-vous de votre secteur pour voir si c'est une erreur, une oubli, ou si vous êtes libre de pouvoir afficher directement votre ciblage. Ici, moi, je sais que le travail n'est pas encore finalisé, c'est en cours, mais il y aura un chiffre qui apparaîtra ici dès demain. Nom de mécanisme, pareil, ici on peut renseigner un certain nombre d'éléments. Et donc dans le cas où on complète les choses mais qu'on oublie de valider ou de mettre des cibles, normalement, je dois avoir un message d'erreur qui apparaît. Par exemple ici, je sais que j'ai oublié de renseigner GBV06. GBV06. Voilà, ici je l'ai sélectionné mais je n'ai pas mis ma cible, donc il faut que je renseigne quelque chose. Enfin, on passe à la partie du budget. Donc pour le projet en cours, c'est ici que vous pouvez renseigner le montant du projet. Donc par exemple, 1 million de dollars. Vous devez cocher une case pour je comprends qu'en soumettant cette proposition de projet, mon organisation devra rendre compte régulièrement du financement reçu au service de suivi financier FTS à des fins de coordination. Donc on vous demande de cocher cette case-là. Et puis c'est ici qu'on retrouve donc notre rapide tableau qui permet d'avoir une ventilation des coûts du projet. Donc c'est ici que vous pourrez mettre les coûts support, logistique, tout ce qui sera les activités, etc., etc. Et sur lesquelles vous pouvez avoir le montant. Soit vous renseignez un montant, donc vous avez déjà le calcul dans votre fichier de budget, soit vous pouvez utiliser un pourcentage et le système calculera tout seul. Donc par exemple, j'ai 7% de coût support, mes activités représentent 80% de mon budget et du coup la différence ce sera 13% ici. Voilà. Ça apparaît en rouge si le système ne s'y retrouve pas avec les 100% ou le 1 million. Attention, dans le cas où vous faites des répartitions de 33, 33, 33, forcément, il vous manquera un 1% quelque part, donc il faudra l'ajuster quelque part pour vraiment avoir les 100%. Et même ici, vous voyez, vu que j'ai ajouté, on voit que le montant ici, il n'est pas tout à fait égal à 1 million. Donc du coup, ça demandera peut-être de faire une modification manuelle. Et voilà. Et comme ça, on a les montants qui sont bien alignés. On peut ajouter, alors là, il y a 4 par défaut, il y a 4 lignes dans le budget, mais on peut en ajouter d'autres, hein. Si vous voulez être précis, ajouter 5-6 lignes, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Alors, ici, budget breakdown, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le cas d'un projet multisectoriel. Donc ici, moi, j'avais sélectionné un projet nutrition et protection. On demande d'avoir une répartition entre les deux secteurs. Alors, dans le cas de la protection, en plus, ça va aller au-delà avec les différents areas of responsibilities pour la protection sur lesquels il faudra définir. Mais en gros, les deux niveaux qui nous intéressent ici, ce sera de définir le pourcentage de répartition entre les deux principaux secteurs et au sein de la protection, combien on met pour chacun. Pareil, même contrainte, si on joue avec les pourcentages, s'assurer que ça fait 100%. Si on joue avec les montants en valeur absolue, s'assurer que le montant final est bien égal au montant qu'on a défini ici du projet. Une fois que tout est fait, on enregistre. Et enfin, la dernière étape, c'est simplement une page qui reprend toutes les informations qui vous permet de vérifier dans un seul
une seule et même page, tous les éléments si tout est bon. Vous pouvez vérifier tout ça et une fois que c'est fait, vous pouvez soumettre votre projet pour revue par le groupe de point focal ou le point focal du secteur ou des secteurs. D'ailleurs, moi je pense que je peux le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, et vous avez un message de confirmation comme quoi votre projet a bien été soumis. Et si jamais vous voulez revenir en arrière pour retrouver votre projet, on peut cliquer sur le bouton en haut à gauche, Project Module. On revient sur la page d'accueil et vous voyez mon projet, je le retrouve ici, il apparaît en jaune comme étant soumis au plan. Et quand c'est soumis au plan, c'est entre les mains du groupe ou du point focal pour la validation. Et si jamais je veux faire une modification, malheureusement, je ne peux pas le faire. Il faut que je demande à mon point focal qui me renvoie le projet pour que je puisse faire mes modifications. Pour vérifier, c'était ça que je voulais voir avec vous, pour vérifier un peu l'état du projet ou les commentaires dans un projet. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une boîte ici, donc vous voyez, ici on peut voir le projet qui est dans son statut, donc soumis au plan. Moi, il se trouve que j'ai des outils supplémentaires parce que je suis administrateur, mais sinon vous, normalement, vous ne devrez rien voir d'autre. Peut-être si vous pourriez avoir retiré de la soumission. Mais surtout, ce que vous pourrez faire, c'est ici, ajouter les commentaires. Alors ici, c'est trop tard parce que mon projet il est soumis, mais dans le cas où j'enlève la soumission et qui n'est pas soumis, je peux écrire un commentaire à partager avec mon point focal du secteur. Voilà. Je soumets le commentaire et on voit qu'il y a un petit 1 qui apparaît pour voir les commentaires qui ont été saisis ici. Je vois qu'il est presque l'heure. Nous avons l'autre formation qui commence à 15h30. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Posez-les-moi, levez la main si jamais je devrais couper moi à 15h30 pile. Ne vous inquiétez pas, notez vos questions. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je pense, on va vous envoyer un calendrier et on va vous envoyer des liens qui vous permettront de pouvoir vous connecter 2 fois par semaine à des sessions de questions-réponses. Donc ce seront à la fois des questions-réponses qui pourraient être liées à la formation, dans le cas où vous voulez tester un peu et vous avez des problèmes. Ça pourrait être des questions liées à des problèmes techniques. Ça pourrait être des questions au moment où vous soumettez votre projet. Si vous rencontrez des problèmes, etc., vous pourrez vous rendre sur ces sessions de questions-réponses qui auront lieu. Ou bien, là je parle pour ceux qui regarderaient en différé cette mini-formation, parce qu'on va enregistrer et mettre cette vidéo sur YouTube pour faciliter l'accès. Dans le cas où vous aurez des questions, voilà, restez à l'écoute de vos différents secteurs. On vous partagera un calendrier et des liens qui vous permettront de vous connecter à des réunions qui seront dédiées aux questions-réponses. J'ai 5 minutes pour en prendre. Je vous laisse tout de suite la parole. Alors, je reviens sur... non, je reste là et je réactive les micros. Voilà. Et je vais prendre les personnes dans l'ordre. Aminatou, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Je suis Aminatou de l'association Femmes et Développement. Oui, on vous entend. Je voudrais juste savoir, pour les organisations qui veulent postuler, par exemple, en consortium, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un numéro ou alors un compte HID? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un numéro commun ou alors ils peuvent juste utiliser le numéro du lead? Est-ce que ce sera la même chose pour le numéro de gamme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Ah, alors, ça c'est une bonne question. Pour moi, un projet en consortium, il s'agit d'un seul projet, non? Normalement, c'est un seul projet dans lequel on a plusieurs organisations. Donc, il faut que le lead du consortium soumette le projet. On ne va pas soumettre 3 fois ou 4 fois le projet s'il y a un consortium à 3 ou à 4. Donc, si c'est un consortium, c'est le lead du projet qui va soumettre le projet. Vous vérifiez les informations.
puis voilà, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Je vérifie un truc pour les organisations. En théorie, quand on vient sur les informations de base, on doit pouvoir sélectionner les organisations supplémentaires. Vous voyez, si j'ai un projet OCHA OIM, par exemple, je ne trouve pas, IOM, voilà, j'ai tout à fait le droit de pouvoir avoir un projet OCHA IOM. Donc pas besoin que chacun crée son projet, c'est un seul et idéalement, il faut que ce soit le lead du consortium qui soumette son projet. Est-ce que ça répond bien à votre question? Du coup, par rapport aux éléments, il n'y aura qu'un seul élément, donc il n'y aura qu'un seul code de gamme qui sera demandé, etc. OK, merci. Merci, je suis d'accord. Merci bien. Merci. Alors désolé, je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions le temps qu'on déconnecte, qu'on enregistre tout ça. Merci pour votre participation. Je vais revenir ici sur... Ah mince, j'ai perdu ça. Hop. Donc a priori, les calendriers des sessions de questions-réponses seront les mercredis et vendredis après-midi de 14h30 à 15h30. Vous recevrez cette semaine, en début de semaine prochaine, au plus tard, le calendrier définitif avec les liens qui vous permettront de pouvoir y participer. Donc n'hésitez pas, à chaque semaine, quand vous avez des problèmes ou des questions, mettez ça de côté et vous aurez 2 créneaux dans la semaine pour pouvoir partager vos problèmes ou vos questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. On essaiera de voir aussi pour les partenaires qui ont des soucis de connexion, de pouvoir vous faciliter les accès dans certains bureaux de OCHA. Ça, ce sera aussi envisageable. Et puis, vous aurez probablement accès à certains contacts déjà, votre premier point focal, ce sera vos points focaux des secteurs et puis certains points focaux de OCHA dans le cas où vous auriez des problèmes un peu plus poussés sur la plateforme ou sur le processus. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et bon courage pour la soumission des projets. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.